Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, moi, je suis Maxence de Cavel, je travaille en réanimation à la Pitié-Salpêtrière et j'ai vraiment le plaisir d'initier cette session thématique Disney en réanimation, bon, sur ces aspects plus physiologiques et physiopathologiques. Alors, tout d'abord, la dyspnée, c'est quoi? Et c'est vrai que c'est un symptôme, une plainte qui est un peu moins connue que la douleur, et on pourrait la définir comme une perception désagréable et particulièrement angoissante de sa respiration. Alors, elle se différencie de l'essoufflement, justement par ce caractère désagréable, parce que l'essoufflement qu'on rencontre au cours de l'effort physique peut parfois même être perçu comme agréable. Et puis elle est aussi vraiment différente de d'autres perceptions désagréables, comme la douleur dont on a parlé, parce qu'elle est angoissante. Et ça, généralement, ce qu'on décrit, c'est la peur de mourir, quoi, qui lui est associée. Et si on regarde d'un point de vue un peu plus anatomique, d'où provient la dyspnée au niveau du cerveau, on voit qu'elle naît dans une zone corticale qui s'appelle l'insula. Vous voyez, c'est un petit lobe qui est en fait enfoui sous les hémisphères cérébraux. Et on sait que l'insula, c'est une région du cerveau qui est particulièrement impliquée dans les sensations associées aux besoins primaires comme se nourrir, boire, mais également la douleur. Et en fait, l'insula est en connexion anatomique directe avec le système limbique, qui lui est le centre des émotions, dont la peur, est étroitement lié aussi à l'hypothalamus et donc au système neurovégétatif. Et donc on peut déjà percevoir que la dyspnée est probablement une expérience assez multimodale, multidimensionnelle. Et quand on regarde finalement cliniquement à quoi ça ressemble la dyspnée, eh ben, on s'aperçoit qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'être une expérience très agréable et qu'il se passe plusieurs choses. Là, il y a un patient qui est stressé, avec une activation de la commande ventilatoire, la majeure, et puis aussi une réponse émotionnelle qui a l'air plutôt négative avec des expressions de peur. Je pense qu'on a tous là une réaction un petit peu particulière, en tout cas une empathie spontanée devant ces manifestations de détresse respiratoire. Donc, on regarde, il y a différentes manifestations cliniques qu'on peut observer dans ces situations, de la tachycardie. Là, on avait vu l'activation des muscles du cou très nette, il y avait aussi le battement des ailes du nez, voilà, pour ceux qui l'ont vu. Et puis la réponse émotionnelle négative avec les expressions faciales de peur. Et donc c'est ça dont on parle. C'est ça les multiples dimensions de la dyspnée, l'activation neurovégétative, la réponse émotionnelle et puis aussi l'activation de la commande ventilatoire. Et donc maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le sujet sur la physiopathologie de la dyspnée, comment elle naît, il faut déjà comprendre que le système respiratoire, en tout cas pour respirer, il faut avoir une synchronisation assez parfaite entre les muscles des voies aériennes supérieures, qui ont une fonction, si vous voulez, de dilatation du carrefour oropharyngé pour diminuer les résistances à l'écoulement de l'air, et puis donc la synchronisation avec les muscles ventilatoires à proprement parler, au premier rang desquels le diaphragme, qui a juste une fonction de pompe pour faire entrer et sortir l'air de façon cyclique de la cage thoracique. Et la particularité du système respiratoire chez l'être humain, c'est d'avoir un double contrôle en fait. Cette synchronisation, elle est sous un contrôle autonome, et d'ailleurs vous n'avez pas conscience que vous respirez avant que je vous en parle, et il existe des neurones, si vous voulez, dans le tronc cérébral qui vont décharger à fréquence régulière et déclencher un cycle respiratoire. Mais le deuxième contrôle, et vous l'anticipez, c'est un contrôle volontaire, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez le droit de respirer quand vous voulez. Vous pouvez faire une apnée, quand vous allez prendre une grande inspiration pour chanter ou pour crier, vous allez volontairement respirer. Et la chose très particulière, c'est qu'en fait, le cortex moteur, mais même le tronc cérébral, au moment de lancer le signal efférent pour les muscles respiratoires, va envoyer une petite copie du message qu'il avait envoyé aux muscles au cortex sensitif. Donc le cortex sensitif va déjà être informé en fait de ce qui s'est passé au niveau moteur. Et en retour, il y a un certain nombre de récepteurs sensitifs qui vont pouvoir informer le cortex sensitif de finalement quel a été le mouvement ventilatoire moteur. Et donc ça, c'est très important parce qu'une fois que le cortex sensitif s'est gonflé d'informations sensorielles qui peuvent venir de toutes parts, vous voyez, il y a des récepteurs dans les voies aériennes, des narines jusqu'aux bronches, il y en a dans la paroi thoracique, dans les muscles respiratoires, les récepteurs à l'étirement. Et il y a les chémorécepteurs que vous connaissez, qui sont centraux et périphériques, en particulier dans le tronc cérébral, il y a des chémorécepteurs très importants au CO2. Mais une fois que le cortex sensitif est chargé de tous ces messages sensoriels, il va finalement comparer
l'information sensitive qui lui a été donnée à la copie du message moteur qui lui avait été aussi faire parvenu par le cortex moteur. Si finalement ces deux signaux efférents-afférents sont à l'équilibre, on ne ressent pas de dyspnée, l'information ne va même pas à la conscience, l'information est filtrée, et on est content parce que sinon on aurait sans cesse des informations sensorielles sur notre respiration, ça serait des vrais parasites en fait, hein. On pourrait même plus se concentrer. En revanche, en situation de déséquilibre, alors là j'ai représenté un épanchement pleural par exemple, mais si vous voulez, il y a une information motrice qui devait dire que le poumon devait se distendre de temps, et finalement l'épanchement en empêche. Il y a un retour sensitif qui alerte sur un problème sensitif qui ne correspondait pas à l'information motrice. Et c'est là que l'insula s'allume, et c'est là que, a priori, naît la sensation de dyspnée. Donc ça reste quand même assez théorique. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la décharge corollaire, hein, ce petit message de copie du message moteur au cortex sensitif. C'est la théorie dominante aujourd'hui pour expliquer la dyspnée. En fait, elle nous arrange bien parce qu'elle est très utile pour la pratique clinique, et elle donne une part assez belle à l'importance des afférences sensorielles. Et donc on va le voir, je vais rappeler quelques expériences qui sont intéressantes et qui offrent des perspectives thérapeutiques pour le soulagement de la dyspnée. La première évidence, c'était qu'en fait on pensait avant que pour générer de la dyspnée, pour créer de la dyspnée dans l'insula, il fallait de la contraction musculaire. Voilà, il fallait de la lutte, il fallait de la détresse. Et en fait, une équipe de chercheurs donc bostoniennes se sont dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va s'intuber et se curariser entre nous. Du coup, on ne pourra pas avoir de contraction musculaire. Et puis, on va se mettre à ventilation constante et on va faire varier le taux de CO2 et on va voir si c'est plus la capnie ou finalement plus les muscles. Et en fait, on voit très bien qu'à chaque fois qu'on faisait monter la capnie, donc c'est en fait un air, un mélange enrichi en CO2, et il y avait des sensations de dyspnée qui apparaissaient. La sensation était la soif d'air, d'accord ? Et puis elle pouvait être extrême quand on s'approchait des 52 capnies. Donc c'est pas tellement les muscles en fait, en tout cas sur le phénomène moteur en tout cas dans la sensation de dyspnée, c'était là le CO2. 2 ans après, la même équipe se rend compte aussi de l'importance que peut provoquer le volume pulmonaire dans le soulagement de la dyspnée. Et cette fois-ci, c'est des patients tétraplégiques, donc qui ne pouvaient pas aussi décider de leur ventilation, qui étaient ventilés soit à bas volume, ici, ou soit à haut volume, et ils étaient maintenus à capnie constante, et on voit que finalement, le fait de ventiler ces patients tétraplégiques à grand volume les soulageait, ils avaient moins de dyspnée, alors que la CO2, le niveau de capnie était maintenu constant. Et ça fait intervenir les récepteurs à l'étirement qui sont enchâssés dans les muscles de la cage thoracique. Donc ça, c'est très important, et en fait, la pratique, elle est très claire, on ventile les tétraplégiques à haut volume pulmonaire, ceux qui en ventilent. Et en fait, cette expérience de soulagement des grands volumes pulmonaires, elle a été démontrée il y a très très longtemps, et je trouve cette expérience, vous pouvez peut-être la reproduire à la maison, ou peut-être pas. Mais si vous voulez, c'est quand vous faites une apnée, là vous faites une apnée ici, et finalement au moment du lâchage de l'apnée, parce que vous n'en pouvez plus, on vous fait respirer dans un ballon plein de CO2, et avec aussi de l'oxygène. Et en fait, on se rend compte que, généralement c'est la capnie qui vous fait lâcher l'apnée, là finalement vous respirez du CO2, et vous pouvez repartir sur un nouveau cycle d'apnée, et puis encore un cycle d'apnée, mais bon, après, ça devient plus possible. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on vient de tromper le cerveau, là. Le taux de CO2 qui allait nous faire lâcher la première fois ne fait que monter, mais on l'a soulagé avec la distension thoracique. Donc voilà, on est complètement sur la compétition d'afférence sensorielle et du soulagement de la dyspnée. Concernant l'aide inspiratoire, on se pose toujours la question, mais ton malade, il est sous-assisté, il peut communiquer, en plus tu peux savoir s'il a besoin d'aide, plus d'aide, moins d'aide. En fait, la relation n'est pas aussi linéaire, et probablement que pas assez d'aide génère de la dyspnée, mais trop d'aide en génère aussi. Ça a été assez montré. Là, j'ai reconstitué des données de différentes études, mais en fait, il y a une espèce de relation en U entre le soulagement de la dyspnée et le volume pulmonaire. Donc, c'est pas non plus. Voilà, il faut être assez prudent avec ces stratégies. Une autre évidence de cette importance des afférences sensorielles, c'est quand on exerce des stimulations directes, des vibrations en fait au niveau des muscles de la cage thoracique. Là, c'était des muscles intercostaux. Parasternaux, donc ici, on induisait un soulagement aussi de la dyspnée clinique, là c'est des patients BPCO. Et juste une parenthèse, mais quand on se voit que la capnie et le volume courant sont finalement des grands déterminants sensoriels de la dyspnée, on se rend compte que le modèle de ventilation du SDRA est terrible en fait en termes de création de dyspnée, puisqu'on privilégie des petits volumes, et puis on accepte aussi un certain niveau de capnie. Donc heureusement qu'au début les malades sont sédatés, mais en fait voilà, c'est juste pour vous mettre à l'esprit que nos modèles thérapeutiques sont des vrais modèles de création de dyspnée. Si on remonte plus haut, cette fois-ci dans les chaînes sensorielles, on voit qu'en fait il existe des mécanorécepteurs dans les narines
qui sont en fait intéressants aussi à stimuler pour soulager la dyspnée. Ça, c'est une expérience qui avait été faite chez des sujets sains, c'est des dyspnées expérimentales. Et en fait, on faisait, on injectait, si vous voulez, de l'air par lunette nasale dans les narines, ou soit de l'oxygène. C'était même des patients. Et en fait, qu'on injecte de l'air ou de l'oxygène, il se passe un soulagement de la sensation de dyspnée, et ça, c'est par la stimulation des mises en jeu des mécanorécepteurs. Un exemple super simple, je pense que vous l'avez tous expérimenté, c'est monter 2 étages avec un masque devant le nez. En fait, on est essoufflé, quoi. La seule envie qu'on a, c'est de le retirer, et probablement que finalement, le nez a l'habitude de percevoir un air frais à plus haut débit, et là, il a un air humidifié, en fait, il n'aime pas, quoi. Donc ça aussi, ça trompe le cerveau. Vous n'avez pas de problème de capnie, mais c'est juste que votre cerveau est malade, est rendu malade à cause de ça. Et quand on reste un peu dans cette sphère d'afférence sensorielle, on voit aussi qu'on peut utiliser la 5e paire crânienne, ces branches sensitives, nerfs trijumeaux, et on peut soit le stimuler en envoyant de l'air frais, et vous voyez ces patients qui asphyxient et qui vous disent, docteur, ouvrez la fenêtre, quoi, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir de l'air frais sur le visage, ils le savent, ça va faire du bien à leur cerveau, et on peut même simplement ventiler aussi de l'air ambiant d'une pièce, et ça probablement vous l'avez déjà expérimenté chez les malades dyspnéiques, chez qui on est un petit peu à court de solutions. Donc ça, c'est super important. Et finalement, quand on n'arrive plus à faire baisser l'intensité de la dyspnée, parce que toutes ces études, l'objectif c'était l'intensité de la dyspnée, et ben on se rend compte qu'on peut jouer sur les autres composantes de la dyspnée dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça c'est une étude que je trouve très très intéressante, qui est négative sur son critère de jugement principal, qui était en fait de faire baisser la dyspnée. Et là on faisait écouter de la musique, en plus la musique de préférence musicale aux patients sous VNI, pour voir si finalement il y avait une meilleure adaptation à la machine, et puis un meilleur soulagement en tout cas de la détresse respiratoire, une amélioration du confort surtout. Okay, et en fait l'étude est négative, mais quand on regarde les outcomes secondaires, on voit qu'on a une diminution de la pression artérielle chez les patients sous musique, donc une diminution probablement de la composante de stress, d'activation neurovégétative, et également une diminution de la composante traumatique du séjour. C'est-à-dire qu'il y a un score à la fin du séjour qui peut mesurer le caractère finalement traumatique du séjour en réanimation, et on sait que ce score, la PDI, a un impact sur effectivement, une relation avec la survenue d'un certain nombre de stress post-traumatique authentique plus tard au décours du séjour. Et bon, voilà, là on a parlé des solutions non pharmacologiques, mais quand même ces expériences nous montrent qu'il est probablement possible de faire quelque chose, en tout cas au lit du patient, pour soulager sa dyspnée. Mais le médicament, en tout cas aujourd'hui, qui est reconnu pour soulager la dyspnée, et d'ailleurs ça fait le parallèle avec la physiopathologie, la neurophysiopathologie de la douleur, c'est la morphine. Donc la morphine marche très bien dans le soulagement de la dyspnée. Et là, il y a enfin une vraie étude, alors sur un effectif assez faible de patients, mais une vraie étude publiée dans le JAMA International Medicine en 2020 qui a testé en fait l'administration de morphine pérose, 10 mg x 2 par jour, versus rien, chez des patients qu'on dit dyspnéiques réfractaires. C'est malade, on a tout essayé, quoi. On a optimisé les corticostéroïdes, les bronchodilatateurs de longue durée, la maladie, la réhabilitation, on a tout fait. C'est des malades qui restent désespérés en fait, du fait de leur dyspnée, de leur émission d'activité et de leurs symptômes. Donc on leur a donné soit de la morphine, soit rien du tout, et finalement les critères de jugement ont été atteints, c'est-à-dire qu'il y a une réduction du CAT score, mais en fait le CAT score c'est un score composite mais qui intègre énormément la dyspnée en pratique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes essoufflé pour monter un étage, est-ce que vous êtes limité dans vos activités en général, essoufflé quand vous vous penchez. C'est un score très fonctionnel centré sur la dyspnée. Et puis, chez ces malades, il y avait aussi une diminution de l'intensité de la dyspnée la plus haute qu'on avait pu ressentir la veille, sur la journée de la veille. Voilà. Donc ça, ils étaient évalués à 4 semaines. Et il n'y avait aucun effet secondaire. Donc en fait, c'est, on va dire, le premier essai, vraiment en situation de vraie vie, qui montre un peu la safety et l'efficacité de la morphine. Voilà. Alors, probablement que la titration de morphine a visé de soulagement de la dyspnée en réanimation. On est sur une niche, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'études. Probablement que ça dépasse peut-être encore le cadre de l'infirmier ou de l'infirmière de réanimation, mais on y viendra peut-être avec le temps. Et donc, pour résumer, la dyspnée, c'est un déséquilibre commande-afférence, ok, moteur, sensitif. C'est un phénomène, une expérience multidimensionnelle qu'il faut prendre en compte dans sa globalité. Il y a un véritable rôle des afférences sensorielles. Là, je mets aussi la fièvre en soi. En fait, il y a plein de paramètres, l'acidose, qu'on peut aussi régler pour améliorer le confort respiratoire. Ce qu'il faut probablement, c'est réussir à tromper le cerveau pour soulager le patient. Donc de l'air frais, le brumisateur, ventilateur. Et en fait, toutes ces compétitions d'afférence sensorielle offrent de vraies perspectives thérapeutiques.
Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.